5 sur 7 matin, bienvenue au débat matinal. On continue donc, comme je vous l'annonçais, à parler de la forêt Rolanzon, cette forêt marécageuse donc où les arbres ont les pieds dans l'eau. Et puis ils sont restés avec moi, William Apollinaire Tchoki, le maire David Zinsou Towedje. C'est bien ça, hein? J'espère que j'ai la bonne prononciation. Merci beaucoup. Et puis ils nous ont rejoint Patrice Agbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous avoir une fois encore sur le plateau. Moi et aussi. puis, José Adosou-Botrenou, il est le directeur exécutif, c'est ça, Bien sûr. de l'ONG Nature Tropicale. Bien Bonjour, sûr. monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et lui, il nous revient tout droit de Dakar. Il est dans les coulisses pour l'instant en train de siroter du bon café. Il est en train de se mettre bien au chaud en attendant de venir nous parler de l'eau tout à l'heure parce qu'il a été notre émissaire du côté de Dakar, de Diamniadio plus précisément, où se sont déroulées les assises sur le Forum mondial de l'eau, ses engagements et ses promesses qui ont été pris donc du côté du Sénégal. Il nous en parle. Alors, avant de continuer le débat messieurs sur la forêt marécageuse de Rolanzon, on va essayer de, évidemment, de remettre tout à plat, d'accord, et de suivre ce reportage sur cette forêt, parce que oui, William a réalisé son reportage, mais également la presse internationale a réalisé un reportage sur toujours cette forêt marécageuse de Rolanzon. On vous propose de suivre ici ce que ça donne. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Et donc ce sont des espèces qui sont un peu omnivores. Elles vont manger des insectes, aussi des fruits. On est venu doubler l'immeuble ici. Quand vous allez à Zobodomé, vous constatez au bord de la route, les gens amènent des varans, des céphalopes et autres. Ils les tuent où? Si ce n'est pas dans les plantations, ce serait dans cette forêt. Sur ces 2945 hectares, en espace boisé forestier qu'il reste, nous on estime plus ou moins à 500-600 hectares. Si on les appuie pour faire l'agriculture, le maraîchage, le petit commerce autour, si on les appuie surtout pour faire du tourisme dans cette forêt, si on les appuie pour aménager des espaces, pour produire des essences à utiliser comme bois de chauffe, ces communautés vont préserver ces forêts. Et les ressources qui sont dedans sont les ressources aujourd'hui de l'humanité. Voilà donc ce qu'il en est de cette forêt marécageuse donc, de Rolanzon. Patrice Agbo, c'est une forêt que vous connaissez très bien parce que justement il y a eu des travaux, il y a eu des assises qui ont été faits donc sur cet écosystème-là qui aujourd'hui, sur lequel nous attirons aujourd'hui l'attention et vous nous dites que c'est véritablement un écosystème en danger. Oui. Si vous dites que je connais très bien la forêt, alors que le maire qui est ici, donc le maire natif de Zobodomé, il connaît mieux cette forêt que nous-mêmes. C'est vrai, nous sommes restés dans cette forêt pendant près de 15 ans à y travailler parce que nous avons eu
vent de ce que des étrangers avec des divisions politiques sont en train de détruire cette forêt avec des scies tout le temps. On a fait appel au DG des forêts de ce temps, j'ai oublié son nom, qui nous a aidés, et le professeur CC aussi. Ils ont mobilisé vraiment tous les forestiers du jour, et ce massacre a été arrêté. Je pense que c'est à partir de là que toutes les ONG réunies au sein du Forum Biodiversité se sont rendues sur les lieux pour constater ce qui se passe, et c'est après cela que le comité néerlandais des Pays-Bas, le CERAGREF, les autorités de l'autre pays ont commencé par investir de l'argent au Mi-Delta, tout ça là. Ils ont commencé par donner de l'argent pour que la forêt soit mieux préservée et que le massacre cesse. Malheureusement, depuis 2007, où nous sommes assis ici, presque rien n'a changé. Et nous avons pitié du maire. Parce que ce maire, à part le maire de Koulikame, qui est devenu préfet aujourd'hui, je n'ai pas vu un autre qui soit aussi préoccupé que lui pour la préservation de cette forêt-là. Le jeudi dernier, c'est ça? Le jeudi dernier, nous étions encore à Boycon. Vendredi, nous étions encore à Boycon pour parler de cette forêt. Et le maire a été très franc. Il dit, si c'est pour nous inviter dans des chambres climatisées, pour prendre du café, ne m'appelez plus à propos de cette forêt-là. Trop, c'est trop. Les forces des eaux-forêts n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et que l'État, qui est garant de la gestion des ressources naturelles, aussi n'a qu'à prendre ses responsabilités. Je pense que c'est ce qui a fait que moi, j'ai essayé de lancer une alerte sur les réseaux sociaux pour que, vraiment, qui du doigt, c'est-à-dire que le ministre du cadre de vie sait très bien que nous sommes contents de lui. Il sait ce que nous pensons de lui. Il sait tout l'accompagnement que nous lui apportons. Moi, je pense que nous sommes venus ici pour lui dire directement que la forêt Ranzou, l'unique que nous avons au sud du Bénin ici, est totalement en danger. Et si rien n'est fait dans les mois à venir, tout partira. Et ce serait dommage pour nous, parce que des pays en rêvent et n'en ont pas eu. Surtout que nous sommes dans un contexte de changement climatique, que cette forêt ne soit pas préservée, ce serait un crime collectif auquel nous ne voulons pas participer. Voilà. Alors, Joseph de Soboudrène, vous avez participé aussi à ces travaux sur la forêt de Ranzou. Oui, il faut comprendre il faut rappeler aux gens, comme le montrent des images, et quand on voit les images prises avec des drones, on se croirait en Afrique centrale. On a encore des richesses ici. Et la forêt de Ranzou, sinon, chez nous, Ranzou, c'est Zoula veut dire forêt, mais comme nous parlons en français, on parle de forêt de Ranzou, mais c'est un écosystème exceptionnel. Bon, quand on est en contact avec certaines choses tout le temps, on n'apprécie pas l'importance. Mais depuis que nous avons commencé à travailler dans cette forêt, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a de la richesse. Mais malheureusement, la façon dont ça s'exploite. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de dire aux communautés, vous allez planter, sinon, oui, vous allez planter du raffia avant d'avoir du vin. Et les gens m'ont dit, non, mais comment ça? Il y en a beaucoup, il y en aura toujours. Mais aujourd'hui, quand vous allez là-bas, les gens commencent pas à sentir que ça se raréfie. Ça veut dire que ce que Dieu a donné gratuitement, il n'a pas refusé qu'on exploite. Et nous n'avons jamais travaillé à ce que les gens n'exploitent pas, mais exploiter en tenant compte de demain, c'est-à-dire dans la durabilité. Et la Convention sur la diversité biologique, c'est 3 objectifs. Le premier, conserver d'abord ce que Dieu a créé, qui est là, c'est la forêt. 2, exploiter durablement. Et 3, il faut partager les bénéfices. Mais si vous voyez ce qui se passe là-bas et ce qui continue de se passer, qui commence par inquiéter plus, c'est quoi? C'est que la façon dont c'est exploité. Et on a tiré l'attention depuis, on n'a pas vu du changement. Aujourd'hui, c'est encore plus grave quand, bon, jusque-là, il n'y a pas de limite vraiment réelle pour la forêt, mais quand on voit que des gens vont acheter des domaines à l'intérieur de la forêt, quand des espaces sont déboisés pour l'agriculture et autres, on dit que c'est une forêt unique dans notre pays. Comme vous avez vu tout à l'heure, on circule dans une forêt avec pirogue. Combien d'exemples? Ne sont pas dans le fleuve.
ni dans une rivière, mais on circule dans cette forêt. C'est très reposant. Pour les journalistes qui ont eu l'occasion quand même de visiter, mais vous allez apprécier. Mais malheureusement, on attire l'attention. Plus de 15 ans après, on continue à dire les mêmes choses. Je crois que ce n'est pas qu'on est fatigué. C'est que si on n'a pas le soutien supérieur, il vaut mieux tout laisser. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, William Apollinaire-Tchoki, qu'est-ce qu'on reproche aux communautés, qu'est-ce qu'on reproche aux autorités en ce qui concerne cet écosystème-là? Il y a gens laissés aller. La plupart des invités ici l'ont dit que c'est un écosystème rare, exceptionnel que nous avons dans notre pays. Si on est dans une forêt, à l'aide d'une pirogue, on le voit pas tout le temps. Moi, j'ai la chance d'aller là-bas. Je sais un peu cette fraîcheur qu'on nous trouve quand on rentre à l'intérieur de cette forêt. À des moments même, il faut même porter un pull parce qu'il fait tellement froid. Et vous vous dites, mais attends, voilà un écosystème qu'on doit préserver. Et puis, ce qui est encore intéressant, c'est des champs d'oiseaux que vous avez. C'est pas moi, des singes de tout genre que vous voyez, qui sautent un peu partout. C'est-à-dire, il y a cette ambiance que vous voyez, vous vous dites, mais attends, ce qu'on voit ailleurs, ce qu'on voit à la télé, dans les documentaires, nous aussi, on l'a dans notre pays. Ça veut dire que les gens aussi peuvent quitter ailleurs et venir voir ce truc-là. Mais cette communauté qui vit tout autour de cet espace, j'ai comme impression, c'est vrai que le maire l'a dit à la première heure, c'est parce que cette communauté n'a pas autre activité à mener. Donc, du coup, elle se jette sur cette forêt, elle tire tout de cette forêt, mais ignorant qu'en exploitant tout, que ça peut finir. L'autre chose que moi je constate, ces gens, enfin que les gens m'en excusent, je n'ai pas constaté la forte pression des eaux et forêts. Est-ce que c'est parce qu'ils sont aussi impuissants? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus la force de gérer cela? Pourquoi ils ne sont pas aussi là, quoi, ces eaux et forêts? Il y a aussi cette question que je me pose. Mais l'autre chose, c'est que des gens ont pu s'acheter des parcelles à l'intérieur. Je ne veux pas accuser ni les autorités locales, ni les autorités étatiques. Alors, comment est-ce que ces gens ont pu avoir ces espaces à l'intérieur? C'est des questions que moi je me pose. Je me dis, mais attends, quelque part, on peut quand même, on a vu les gens acheter, si je ne commençais pas à ériger des briques, une brique, deux briques, mais on peut dire, attends, c'est une forêt, c'est un bien commun, pourquoi vous allez installer ces maisons, enfin construire ces maisons à l'intérieur? Donc, quelque part, je n'accuse pas le mec qui est là, mais je me dis, il y a une certaine complicité qui ne dit pas son nom. C'est une richesse, mais il faut la protéger. Et surtout quand on parle de Zogodomé, mais tout le monde connaît un peu l'importance de cette commune pour l'ancien royaume de Dahomey. Quand on parle de Dahomey et qu'on oublie Zogodomé, mais on n'a rien dit. C'est une zone touristique. Donc, c'est une zone qu'on doit protéger. Et à plus forte raison, cette forêt qu'on doit protéger. Comme il dit par exemple que dans les années 43, que c'était 15 000 hectares. Et qu'aujourd'hui, on dit qu'on est à 300 hectares. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais attends, on coupe tout, personne ne dit rien. Mais qui est-ce qui coupe? Pourquoi on laisse la partie enfumée comme ça? Et on sait qu'on est dans une période de changement climatique et on cherche des puits de carbone. Mais cette forêt, c'est un véritable puits de carbone. Si ça part, on sentira cette pression partout dans le monde, pas seulement au Bénin. Alors, monsieur le maire, justement, qu'est-ce qui explique, d'accord, cet acharnement des populations à détruire cet écosystème? On morcelle la forêt, on vend les espaces, on détruit, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. C'est comme ici, il y a un laisser-aller, chacun vient faire ce qu'il veut sans qu'il ne soit inquiété. On vient, voilà. C'est comme dans la coucou du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord condamner l'État, l'État central. L'État, c'est vous aussi, monsieur le maire. C'est nous aussi, mais quand je l'ai dit à l'autre atelier, si c'était une bombe à retardement qui était découverte là, est-ce qu'on pouvait laisser la population à côté jusqu'à ce que cela s'éclate? C'est parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas à vue d'œil le danger que procure l'exploitation abusive de cette forêt qu'on nous a laissée autour. Mon ami a parlé de l'installation des habitats au cœur. Il faut aller voir comment
les entreprises routières exploitent les latérites autour, sinon au cœur de cette forêt. Ils ont eu l'autorisation d'exploitation. Et qui a donné l'autorisation? C'était une grosse interrogation, c'est ça? C'est une grosse interrogation. Mais c'est fou, hein? Des carrières de latérite sont installées, on dirait, à l'intérieur de cette forêt. Il faut voir comment l'exploitation de carrières dégrade l'environnement. Moi, je voudrais souhaiter que l'État prenne ses responsabilités. Et je ne voudrais pas qu'on regrette, après le départ d'un courageux que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde dit, au moment où on disait Rouzou, en période révolutionnaire, on pouvait corriger beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. Je ne voudrais pas qu'on le dise après le départ de Talon. On n'a qu'à saisir cette occasion qu'est l'homme courageux là et régler certaines choses. Je voudrais souhaiter que l'État, comme je l'ai dit, prenne ses responsabilités en délimitant cette forêt finalement. Pour que la population ignorant que nous sommes sache où est la limite de cette forêt, où il ne faut pas aller, et recréer des activités génératrices de revenus autour. Pourquoi ne pas interdire la culture de certaines essences autour? Pourquoi ne pas imposer à celui qui a droit de rester au bord de cette forêt une essence à planter ou une culture à faire autour? Aujourd'hui, sur le plan touristique, nous pouvons avoir notre sodabi, raffia, qu'on peut appeler label rang. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On peut faire la culture, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. C'était un nid d'escargot. Il y a le taro aquatique qui se cultivait là. Il suffit qu'on organise la population riveraine pour diminuer la pression, pour ne pas dire supprimer la pression. Nous sommes tous responsables de la population en passant par les élus communaux que nous sommes jusqu'à l'État central. Mais c'est parce que jusque-là, on continue de considérer son État communautaire que les représentants de l'État central, qui sont les agents des eaux et forêts, ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, autant que nous sommes, et la population et les élus, on ne souhaite que le classement de cette forêt pour rendre responsable et totalement l'État central. Mais à votre modeste niveau, quand même, vous êtes la première autorité de la commune. Je trouve que vous avez quand même suffisamment de pouvoir pour essayer, ne serait-ce qu'à votre niveau déjà, de poser des actions fortes en ce qui concerne cette forêt. Oui, on peut le faire maintenant, mais avant, non, à cause de la politique. Parce que je le disais tantôt, la démocratie est mal interprétée en Afrique et au Bénin, où quand vous levez votre petit doigt pour être maire au CA, pendant les campagnes nocturnes et autres, vous promettez ce qui n'est pas faisable. Ah oui? Ah oui. Et quand vous êtes élu, vous devenez impuissant pour agir sur ce qu'il doit être. Parce qu'en temps, il y a tellement de promesses. Il y a tellement de promesses. Ou bien, pour sauvegarder votre parti, ou bien vous pensez revenir, quelqu'un à qui vous avez dit, vous n'aurez plus de problème quand je serai là. Celui-là tombe dans des erreurs. Vous êtes incapable d'aller sévir. C'est pourquoi je salue au passage cette réforme sur le secteur de la décentralisation qui dépolitise l'administration. Les maires ou les CA aujourd'hui savent ce qu'ils doivent faire. Ceux qui nous font peur d'agir, c'est le secrétaire exécutif qui s'en occupe et
quand les choses vont démarrer, les sensibilisations qu'il faut vont s'en suivre et aucune famille ne dira plus « Ah, je le verrai ». Alors, Monsieur Sabo, malgré toute la bonne volonté, vous avez salué la bonne volonté affichée du maire, est-ce que vous n'estimez quand même pas, pour vous qui êtes un ardent défenseur de ce que les communautés doivent être impliquées dans la gestion de l'environnement, est-ce que vous ne pensez pas que la commune peut quand même essayer de limiter la casse en attendant que l'État central ne vienne à la rescousse? Je vais répondre rapidement à votre question et revenir à d'autres réalités. Vous avez entendu ce maire-là? Moi, je n'ai jamais entendu un 6 francs parler d'un élu local. Surtout un maire de notre pays. Jamais. Il vient ici, il va se défendre. J'ai fait ceci, le gouvernement fait cela. Non. Vous voyez, il n'est pas de ce genre. Et je vous assure, si vous le voyez parler devant les communautés, c'est comme si on ouvre les prisons pour que tous ceux qui sont en infraction vis-à-vis de cette forêt rentrent en prison en même temps. Il le dit directement. Parce que c'est le moment de le dire. Nous savons que la Convention sur la diversité biologique donne une puissance aux communautés locales, autochtones, de s'impliquer dans la gestion des forêts, des ressources naturelles, les lieux sacrés de leur localité. C'est clair et net. On ne peut pas transiger sur ça. C'est pour cela que le maire a dit, on va borner, on va délimiter, mais on laissera des parties à la communauté locale pour exercer ces activités. Ici, ce n'est pas qu'on dépossède la population de cette ressource. Le maire, c'est sous son règne qu'il a pris un arrêté pour rendre communautaire cette forêt-là. Avant, ce n'était pas le cas. Il voulait que la commune profite et les populations profitent réellement des ressources, mais en étant raisonnables. Mais aujourd'hui, nous sommes à la limite de l'intolérable, quoi. On ne peut plus accepter ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que le maire a fait ce qu'il a pu, et nous ne sommes pas ici pour dire que nous allons chasser les populations. On n'est jamais dans cette logique. Il a parlé de carrière. Moi, je vais plus loin pour vous dire, en dehors des plaques de propriété privée qu'on a vues dans les forêts, et que les gens disent que c'est chez moi, personne ne peut m'enlever d'ici. On se demande, mais qui leur a vendu la terre? Mais aujourd'hui, si tu veux être propriétaire d'une portion de terre, tu sais à qui t'adresser. Est-ce que le maire a signé des papiers pour eux ou bien c'est le CA? Je ne suis pas sûr. Donc, c'est des occupations anarchiques. 2. La forêt a un statut juridique. Là où vous avez de l'eau, une rivière, avec une forêt de si grande taille, c'est un domaine public de l'État qui est réglementé. Ils ne le savent pas. Personne ne peut l'occuper. C'est ça. Deuxième chose, les forestiers nous ont dit, même si vous avez un arbre chez vous, plantez pas vous-même, que vous voulez couper sans autorisation de l'autorité forestière, vous ne pouvez pas l'abattre. Ça veut dire que ça part de là. Donc ces forêts relèvent du domaine public. C'est pour cela que nous interpellons vraiment les autorités en charge de la protection de ces ressources pour qu'elles prennent leur responsabilité. Nous avons entendu, on parle de zones humides. Nous avons entendu aujourd'hui qu'un projet de production à haute échelle de riz dans la localité de Ron est en cours aujourd'hui. Et ça, c'est officiellement que ce projet va s'installer. Des études sont en train d'être faites. Nous avons entendu également que des étrangers sont en train de cultiver des tomates à moins de 2 km de l'eau. Et ces tomates-là, on sait que c'est avec des pesticides et des engrais chimiques de synthèse. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quoi? Attendez, si le Niger a cette forêt, regardez comment le Niger va conserver cette forêt-là. Si au Burkina, on a une telle forêt, regardez comment on va la conserver. Ici, nous avons pratiquement tout et nous nous moquons de la nature. On ne peut pas continuer à faire ces choses-là. Au même moment où nous disons aux populations, ce que vous faites n'est pas bien, on ne peut pas écouter que des projets de si haute étendue soient officiellement programmés pour se réaliser dans une zone humide avec des engrais chimiques de synthèse.
On ne peut pas accepter ça. Nous avons des chiffres. On ne va rien dire ici. Mais nous allons regarder pour voir jusqu'où les gens iront avec ça. C'est pour dire que ici, comme M. Boudier nous l'a dit, nous ne sommes pas fatigués, mais nous sommes... C'est-à-dire que nous ne comprenons pas finalement ce qui se passe. Que les toutes premières décisions du président Talon en 2016 étaient d'arrêter ce que personne n'a pu faire pendant des décennies. Arrêtez-moi toutes les coupes de bois dans les 2 capés que vous faisiez et vous les amenez en Chine. Ça, c'est ce que ça passe ici. Mais ça a duré seulement un temps. Aujourd'hui, les gens disent à Banikwara, ça continue. Ils ont dit ça. Si nous allons laisser, la forêt était de 1115 hectares. Aujourd'hui, les études nous montrent qu'on est à moins de 300 hectares. C'est quoi ça? Dans quel pays on va voir ça? Donc nous avons parlé, on a créé des activités alternatives. On a fait la pisciculture, élevage. On a formé des gens pour être éco-gardes. On a formé des gens pour faire de l'écotourisme. On a fait tout. Le professeur Mongo a fait beaucoup de choses comme activité de revenus dans la forêt. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour mettre ces populations à l'aise? On a fait plantation d'arbres, on a planté des palmiers à huile. Je ne sais pas ce qu'il faut faire encore. Et pourtant, ça continue. Au même moment où on règle le problème des communautés, pour arrêter les massacres, on interpelle également l'État central pour dire qu'il y a des projets plus graves qui sont en train de programmer pour être installés dans cette forêt-là. Et ce serait très grave pour l'écosystème. Tout ce que ça en fait, la riche biodiversité qui est ça, et aussi compromettrait vraiment, c'est-à-dire que mettra le maire en déphasage avec son propos, parce qu'on dira que tu dis tout ça là, mais l'autorité qui te gouverne ne dit rien. C'est toi seul qui connais les présidents de forêt, ce ne serait pas bien. Donc, je voudrais vous dire que le travail que nous faisons aujourd'hui, je pense que on ne peut pas vous remercier assez, vous, la presse de l'ORTV. Vous êtes plus préoccupés même que l'autorité qui a ça. De Cotonou, si la forêt a quelque chose, vous voulez, ce n'est pas les premiers à être attaqués. C'est d'abord les populations de Zogodobin et du Zou. Et ensuite, peut-être nous, on va sentir quelque chose. Moi, je ne suis pas de Zogodobin. Je ne suis pas de là-bas. Mais si nous donnons à l'autorité, regardez, est-ce que c'est après avoir occupé toute la forêt qu'on va dire maintenant qu'on va mettre des bulldozers pour dire on va démolir, comme on fait à Cotonou? Comment ça? Il faut le faire maintenant. Nous demandons au ministère du cadre de vie. Le service des eaux et forêts dépend de vous. Les forestiers nous ont dit, nous ne pouvons pas travailler parce qu'on n'a pas d'effectifs. Il y a un seul individu qui s'occupe du service des contentieux. Un seul individu, dans tous les jours. Il faut recruter. Ils nous ont demandé de vous dire, de recruter du personnel afin qu'il soit vraiment efficace sur le terrain. Nous, on a besoin que vous mettiez à leur service. Le maire, il n'est pas forestier. Mais il est obligé d'avoir des forestiers à son dos pour que les populations aient peur. Pour que les populations aient peur, on a besoin du personnel des eaux et forêts pour aller sauvegarder cette forêt-là, coûte que coûte. Ne pas le faire, c'est être... Je ne sais pas. Non, c'est pas bien. On a compris votre message. Ce n'est pas normal. Votre message, il est... Mais allez à Costa Rica. Allez à Costa Rica. C'est seulement à Costa Rica que vous allez voir ces gens de forêt aujourd'hui. C'est seulement là-bas. Mais doit-on aller jusqu'à Costa Rica pour dire on fait du tourisme alors que le produit touristique est à côté de nous ici? Le président Talon est un féru du tourisme. Mais je vous dis, monsieur le président, si vous amenez une autorité de votre rang dans la forêt de Zogodobin, dont nous parlons, le Ranzoula, vous serez fiers d'avoir une forêt comme ça dans le Zou et qui fait la fierté vraiment de tout le Bénin. Il y a des espèces endémiques qui sont nulle part ailleurs dans le monde qui ont été découvertes dans cette forêt-là. Allons rester là, amener des pesticides pour tuer toutes ces espèces-là, pour dire qu'on est ici. Non, le ministre du cadre de vie, nous vous aimons, vous le savez. Donc, donnez des ordres nécessaires pour que dès après cette émission, que quelque chose soit fait, pour que le maire soit déchargé, soulagé. Il a la volonté de faire quelque chose, mais il manque de l'accompagnement. Je vous assure. Parce que moi, je vais ajouter.
Je suis d'accord que le maire a la volonté de protéger cette ressource, cet écosystème. Je me demande, est-ce que le conseil entier, communal, est-ce que tout le monde a cette volonté-là? Parce que c'est vrai, on le voit, lui, il est prêt, il veut protéger. Mais si ces autres collègues ne sont pas n'ont pas cette même fougue pour dire, OK, protégeons cette forêt, ça n'ira pas. Parce qu'on dit aujourd'hui que les gens ont installé des carrières à l'intérieur, on a acheté des parcelles à l'intérieur, qu'ici, on ne sait pas. Il faut que tout le conseil communal ait cette volonté de protéger cette forêt-là. C'est vrai que l'État a aussi sa partition à jouer, mais d'abord, c'est d'abord la commune qui doit jouer sa partition. Vous avez dit tout à l'heure que le professeur Mogwa a installé des écotourisme, l'épargne, beaucoup de choses. Mais c'est aussi des choses que la commune aussi peut faire. On a vu par exemple au niveau de Parc Pendjari, ce que fait aujourd'hui African Parks. Ça a quand même réduit un peu cette pression sur l'écosystème. C'est beaucoup d'argent. Hein? Oui, beaucoup d'argent, oui. On me dira que la commune de Zogodomé n'a pas d'argent. Je suis d'accord, monsieur le maire. Mais avec quelque chose, on peut occuper les populations et réduire cette pression-là. Je suis sûr qu'on a par exemple l'exemple de l'actuel préfet de Koufou, Christophe Megbedi. Mais attends, il est parti aussi de rien. Et puis là, il a pu quand même s'en sortir. Je me dis, c'est aussi un exemple que Zogodomé aussi peut prendre et arrêter cette saignée au niveau de la forêt rançon. Alors, M. Boudranou, qu'est-ce qui explique cette passivité de l'État central à répondre promptement à brûle-pourpoint quant à ce qu'on est en train de dire ici ce matin sur ce plateau? Parce que c'est quand même un vieux dossier, comme on le dit. Ce n'est pas nouveau. Il y a pas de nouveauté dans ce dossier. Vous dites que depuis 2007, vous avez commencé par travailler sur cet écosystème. C'est pas seulement qu'il a travaillé. C'est-à-dire qu'il y a eu des documents. Il a le plan d'action. Ce plan-là a été validé 2 fois sous le premier maire de Kenya Roulé. Et la deuxième fois, la population dit on n'est pas d'accord parce qu'ils font du chantage. Un autre maire est venu. On a validé 2e fois devant ce maire-là. Mais une virgule de ce plan-là a été appliquée. C'est depuis 2010 ça. Il faut comprendre, hein, c'est qu'on a des problèmes particuliers dans notre pays. Et ce n'est pas les tests qui n'existent pas. Les tests existent, mais c'est l'application des tests et les moyens qu'on met pour appliquer. Et j'ai rappelé le vendredi dernier, et j'étais content le vendredi dernier de la réaction des populations. Et j'ai dit, il faut vivre longtemps et voir quelque chose et voir son contraire. Quand ce travail se faisait, les populations étaient contre nature tropicale. Mais le constat qui avait fait qu'on a commencé, c'est que le maire a dit tout à l'heure, on cultive du macabo, c'est-à-dire du taro d'eau. Hein? Et les gens ont besoin de manger. Maintenant, pour cultiver le macabo, ce n'est pas dans les champs, c'est dans le plan d'eau. C'est-à-dire, c'est dans la vase. Mais quand il y a plus d'ombrage, cette plante ne pousse pas bien. Et qu'est-ce que les gens faisaient? On tuait les arbres juste pour avoir... Et ils disent, nous on n'est pas là, on ne veut pas vendre du madrier, mais on a besoin de manger. On va leur trouver peut-être raison. Ils ont besoin de cultiver de macabo. Mais c'est très dangereux. On peut les aider à trouver autre chose à faire que de cultiver de macabo en son temps. Et on avait commencé ces actions, sensibilisation, montrer qu'on peut faire des alternatives. Il y avait différents petits projets qui venaient dans le milieu. Mais la politique s'est mêlée et ça a créé des problèmes. Mais c'est que ces populations aussi, 15 ans après, en son temps, les gens sont partis jusqu'à dire « Ah, Nature Tropicale veut amener les forestiers et pour les déposséder de leurs forêts. » On a dit non. On connaît déjà des cas où des forêts ont disparu à cause de ces comportements. N'allons pas jusque-là. Essayons de voir ensemble ce qu'on peut faire. Mais les gens n'ont pas du tout voulu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Éco-mapping. Ça veut dire que l'histoire de la forêt, les sites sacrés, c'est des choses qui ont été réalisées avec les communautés. La participation était effective. On valide les documents à la mairie, tout est prêt. Quand ceux qui sont venus, quand ils repartent, c'est la désinformation. On dit la forêt est vendue, le CA a voyagé. Le CA va pour une mission, on dit c'est l'argent de la forêt. Plus grave. Vous savez, pour le développement de l'écotourisme, avec les scientifiques de l'université, le laboratoire de Cessin, avec des collègues et autres, on avait juste écrit les noms scientifiques sur des arbres.
Les sites, on observe les singes. Les sites où on fait de certaines cultures, on fait des trucs. Pour permettre aux touristes de se poser plus de questions quand ils sont dans la forêt. On a fait un atelier à Zogodomé. Les gens qui ont quitté l'atelier, au retour, ils ont dit, ah, c'est la confirmation. Vous savez, les noms qui sont placés là, c'est les noms des gens qui ont acheté les... Et comme ça, les gens sont partis, ils ont détruit tout. Mais en son temps, on n'a pas porté plainte, mais on est parti encore négocier. À la seule condition, si vous acceptez, ramenez simplement les plaques là, on va continuer avec vous. Vous savez, les populations sont restées sourdes. Rien du tout. Ça veut dire que les gens sont conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire quand tu viens, quand une structure vient, on fait comme si de rien n'était, on reprend à zéro. C'est ça qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. En son temps, si on n'a pas eu le courage de dire aux forestiers, prenez vos responsabilités, avancez, c'est parce qu'on ménageait et les populations, on voyait quels sont leurs intérêts. Mais à partir d'un certain moment, je crois qu'eux-mêmes là, ils ont vu que non, ce qu'ils faisaient, c'est mauvais. Et tout est en train de partir. Et c'est elles, les populations même, qui demandent maintenant aux forestiers, aux vendredis. J'étais surpris. Les populations disent, maintenant l'État là, n'a qu'à venir. Et c'est ça que le maire a été juste que le porte-parole. Mais pourtant, chaque jour, ces populations brandissent les trophées au bord de la voie. Non. Écoutez, c'est dit que même si on revient sur ce truc, on va parler beaucoup. Il y a des espèces qui sont des gibiers. Tout, c'est pas parce qu'on a vu un animal au bord de la route. On en tue chaque jour. Oui, on en tuera. Oui, effectivement. Pour quelqu'un, un écologiste, journaliste comme vous, c'est un choc. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, conserver la biodiversité, utiliser durablement, ça veut dire qu'on peut être en train d'utiliser s'il y a vraiment un plan d'aménagement, un plan de gestion. Et après, on partage le bénéfice. On interdit. Non, il y a des choses on peut travailler pour ça. Quand on dit qu'on a un plan d'aménagement en son temps, c'est prévu pour 10 ans. On n'a pas fait une seule virgule. Et là, en commençant par faire quoi? On a dit, il y a une activité, on a appelé ça, créer le COSARLAN. COSARLAN, c'est le comité de gestion de cette forêt et c'est totalement communautaire. Et c'est tous les villages autour qui désirent des gens qui sont les yeux pour surveiller les activités qui se font. La forêt là, aujourd'hui, je vais ajouter, le processus a été engagé et abouti. La forêt vient d'avoir le statut de réserve de biosphère, reconnu par l'UNESCO. Vous voyez, c'est un statut qui permet même de mobiliser des ressources pour régler les problèmes autour. Mais il faudrait qu'il y ait une conscience environnementale. D'abord au niveau des communautés, mais il faut l'application des règles de l'État. Et c'est ce que le maire demande. Le maire peut prendre des arrêtés et autres, mais il n'a pas les moyens pour les faire appliquer. Et là, ce serait dommage. Alors, en l'absence, donc, on va le dire ainsi, en l'absence donc de la force publique, enfin de la force de l'État, il y a quand même, on pourra le dire ainsi, monsieur le maire, ces associations qui ont une certaine bosse, une certaine fibre écologique, qui s'investissent et qui modestement jouent leur partition et qui, on pourra en arriver à cette conclusion, on fait en sorte que cette forêt-là existe encore aujourd'hui, autrement on l'aurait déjà dévastée. Oui, et il faut les remercier. Les chercheurs, je veux parler de l'université à travers Saint-Saint-Mongbo, Nature Tropicale, CBDS, les gens ont déjà trop fait. Les gens ont déjà trop fait, si bien que aujourd'hui, si on ne rend pas responsable l'État, en tant qu'individu ou élu, on n'a plus la force qu'il faut pour arrêter la saignée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement, parce qu'on va vous laisser partir. Vous avez un agenda bien chargé, on ne va pas vous prendre plus de temps que vous n'en avez déjà passé sur ce plateau. Vous étiez ici depuis 5 heures pratiquement donc, pour répondre à notre invitation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos populations, justement à vos mandants, mais également à l'État central qui est le garant d'abord de l'environnement? Comme l'a dit M. Boudrenou, je n'ai été que porte-parole de cette population aujourd'hui fatiguée. Parce que tout le monde demande si c'est le classement de cette forêt qui va arrêter la saignée, qu'on en arrive là. Et pour nous, qui ne comprenons pas bien le fonctionnement de l'État,
nous on a demandé qu'on fasse la délimitation. On n'a qu'à commencer par là. Nous sommes tous d'accord pour ça. Ouais. Et le bornage. Et le bornage. Voilà, c'est ça. Pour que quelqu'un qui va se hasarder à aller ou bien dépasser ces bornes-là, qu'il sache qu'il est en infraction. Voilà. Quand va finir le bornage, la délimitation, en tant que maire ou élu, quelqu'un qui va rentrer dedans, on saura appliquer les lois qu'il faut pour l'arrêter. Aujourd'hui, où on ne connaît pas la limite de la forêt, on a des difficultés à dire telle personne est allée déjà trop loin. Pourquoi on est en train de demander le classement de cette forêt? Aujourd'hui, la forêt qui est sous gestion ONAM, avec les structures de fonctionnement qu'il faut, on n'a pas cette force, cette facilité d'aller dans cette forêt, même couper des arbres. Si c'est purement pour l'État, avec l'importance que revêt cette forêt aujourd'hui, un fonctionnement d'État va être mis en place pour empêcher, pour permettre les élus communaux à faire ce qui est de leur rôle. Vous avez demandé tout à l'heure si tout le conseil communal est pour ce que nous disons aujourd'hui. Je dirais oui. Non, je vois votre force à vous, votre détermination. Est-ce que tout le conseil vraiment a cette volonté comme vous? C'est ça en fait la question. Moi, mon problème est que j'ai une passion pour la forêt. Je ne peux pas l'imposer à tout le monde. Quand un arbre est touché à côté de moi, massacré à côté de moi, ça me rend malade. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire aujourd'hui ici. Et je veux même être un petit planteur. Le maire. Je veux être un petit planteur parce que j'aime trop l'arbre, j'aime trop l'environnement. Nous voudrions organiser à nos prochaines sessions une communication qui va être faite par Nature Tropicale et d'autres structures, d'autres ONG, à l'endroit des conseillers, le public qui assiste, pour faire montrer l'importance de cette forêt, ce qui se passe dedans et qui n'est pas bien. D'accord. Et pour appuyer le maire, moi je veux dire, le maire de Koussoupa, c'est le CA de Koussoupa. Vraiment, je vous assure, il nous a informés. Nous étions tellement en train de parler, il a été obligé de nous dire, il a installé des brigadiers de surveillance de la forêt. Oui. Et la forêt est entièrement dans l'arrondissement de Koussoupa. Si nous entendons ça, nous pouvons dire effectivement qu'il est soutenu par ces élus locaux. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir surtout répondu à nos questions. On espère fortement pour vous et pour le Bénin entier d'ailleurs que votre appel vibrant sera entendu donc par les autorités compétentes et que d'ici à là, les mesures seront prises pour déjà commencer par délimiter la forêt et par la suite, évidemment, prendre d'autres mesures pour essayer de protéger cet écosystème-là qui aujourd'hui est en danger. Nous l'avons tous reconnu ici sur ce plateau. Alors, cette forêt de Ranzon est juste révélatrice peut-être évidemment de l'état de nos forêts dans tout le Bénin d'ailleurs. Le 21 mars dernier, on a célébré la journée internationale des forêts. Et dans ce sens, nous avons adressé à nos amis téléspectateurs, aux internautes, la question du jour. Quelles sont selon vous les menaces qui planent sur nos forêts au Bénin? Ils ont été certainement nombreux, ceux-là qui ont cette bosse écologique justement à répondre à cette question. L'ami Stanislas Sousa-Limpon sera ici sur ce plateau pour relayer leurs différents avis. #post. Oui, Alain va revenir tout à l'heure, c'est juste 15 minutes, comme vous le dites si bien, Patrice Sagbo. Entre-temps, l'ami Stanislas Sousa-Limpon nous a rejoint. Bonjour Stan. Bonjour, Eman Rodrigue Amenga. Est-ce que sur Internet, la question sur les forêts, ça intéresse grand monde? Ça intéresse presque tous ceux qui ont réagi et ils ont été les défenseurs même de nos forêts, je vais dire. Et pour beaucoup d'entre eux,
c'est que l'État, les différents gouvernants ont lâché prise, ils ont abandonné leur rôle selon ce qu'ils ont dit. Il y a certains qui aussi disent qu'il y a les populations qui sont sous-informées des avantages que regorgent ces forêts-là pour la population béninoise. Donc il va falloir qu'on aille vers la sensibilisation véritablement pour que ceux-là soient informés de l'importance que constituent ou même que qu'ont ces forêts-là dans nos localités. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers les différents avis que vous nous faites si bien l'honneur de, évidemment, relayer. Exactement. Avec le premier internaute Étienne Nyolonfon qui dit « Les menaces qui planent sur nos forêts sont la déforestation qui se manifeste par la perte de superficie de couvert végétal, la remarque des clairières anthropiques au sein des forêts, la perte de la diversité spécifique endogène et les incendies. » Pour Fréjus Fanou, lui aussi, il dénonce le fait, il dit, avoir des usines de production, des meubles et consorts juste pour un lit de 3 places, on coupe des arbres. Alors, regardez les lits importés, rien que des déchets. Boko Caliste Roland, il abonde dans le même sens, il dit, les communautés pénètrent les forêts et font leur prise à tort ou à raison. La faute incombe aux différents gouvernements qui n'ont aucune politique préventive en la matière. Le prix pratiqué sur le gaz de cuisine est illustrateur car il devrait être très bas et découragerait l'usage du bois de chauffage. Jean Kokou Zounon, il dit, si nous ne faisons rien, si nous ne faisons pas attention, nous assisterons impuissants à la disparition de nos forêts. Les bois de chauffe, les fabriques de charbon et autres constituent des menaces. Et pourtant, quelques années en arrière, des initiatives louables ont été prises par certains jeunes béninois pour sauver nos forêts. Par exemple, l'initiative Atingan. Je ne connais plus la suite réservée à ce projet. Il y a aussi le projet Un Béninois, un arbre. Tout est possible dans mon pays pour protéger nos forêts, mais c'est difficile. Edson Mario Mouyemin, il dit la même chose. Nous dépendons tous de ces atouts naturels, mais il faut une politique pour recadrer tout ceci. Il faut promouvoir le reboisement après déboisement, limiter le transport des bois et sensibiliser la population sur les méfaits de la déforestation. Pour Marcel Fadekan, le dernier intervenant d'ailleurs, une destruction qui ne dit pas son nom, comme l'a déjà dit le feu Renfort Janvier Dinagan, que le coupeur des arbres sache les replanter en son temps. Merci beaucoup à vous, Stanislas Osalinkon. On sent clairement que la question des forêts intéresse fortement nos amis, les internautes qui ont été nombreux à réagir sur le sujet. Merci beaucoup. Merci, exactement. Et sur la question concernant l'initiative Atingan, il faut dire que l'État les accompagne. Et tout récemment, il a même été annoncé qu'ils vont s'installer au niveau de la zone industrielle de Glodjibé. Ils ont même reçu des formations en la matière hors du territoire national pour perfectionner leur travail. Donc, l'État est fortement impliqué, surtout avec ce régime. Merci beaucoup, Stanislas. À demain. À demain. Sur 5 sur 7 matin pour d'autres sujets. Évidemment, vous allez relayer leurs différents avis. Juste à votre place, Alain Tossounon va nous rejoindre sur ce plateau pour évoquer le second sujet en débat, juste aussi en discussion ce matin, le Forum mondial de l'eau qui s'est achevé vendredi dernier du côté de Diamniadio, Sénégal. Bien évidemment, il y a eu des engagements et des résolutions. Bonjour, le seul prince Wassangari qu'on a dans notre... qui vient ici tous les mardis. Bonjour Alain. Bonjour cher ami. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Un plaisir de vous retrouver après juste quelques jours d'absence. Hein. Ouais, une semaine. On a l'impression qu'on s'est vu maintenant il y a longtemps. Ouais, c'est vrai. Et à Dakar, il a eu le temps de prendre toutes sortes de poissons. Ah ouais. Et ses joues sont sorties. Allez Alain, dites-nous comment est-ce que ça s'est passé du côté de Dakar, enfin de Diamniadio, du côté du Sénégal. D'abord, je crois que d'abord c'est un motif de fierté parce que le pari de l'organisation de ce grand forum en Afrique a été gagné parce que c'était pas évident. Je crois qu'on a eu plus de 8000 participants qui sont venus donc, du monde entier. Il y a eu plusieurs chefs d'État qui sont arrivés. On va les voir d'ailleurs sur les images de la cérémonie de clôture de ce forum mondial sur l'eau avec Fanny Boris Adanro, notre réalisateur du jour.
Donc il y a eu beaucoup de chefs de l'État qui ont entouré le président Macky Sall, qui aujourd'hui assure la présidence de l'Union africaine. Et nous avons eu plusieurs engagements qui ont été pris. Il y a eu une déclaration donc, qui a sanctionné la fin des travaux, des discussions, donc au cours de cette semaine-là du 9e Forum mondial de l'eau. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, par rapport à ce thème-là, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, ce thème a été choisi justement pour lancer l'alerte sur la nécessité vraiment d'assurer la sécurité de l'eau, parce qu'il y a des conflits au niveau des États, à l'intérieur des États, autour de la ressource, mais également il y a des conflits entre les États par rapport donc à la ressource. Parce que la demande en eau devient de plus en plus croissante avec la population qui augmente, et il y a aussi des menaces qui pèsent sur cette ressource-là, et quand l'eau vient à manquer, je crois que la vie n'est plus possible. Et Alain doit être quelque part parmi ces messieurs qui sont sur l'estrade. On ne le voit pas sur les images, mais il est quelque part. Bon, ça c'était le moment où on remerciait tout le comité d'organisation et tous ceux-là qui ont participé donc, à l'organisation donc, de ce grand forum-là. Là, nous voyons M. Sylvain Migan, le directeur donc, de l'agence d'approvisionnement en eau potable en milieu rural qui était là. Nous avons le directeur général de la SONEV aussi qui était là. Le ministre de l'eau est venu avec le ministre des Finances qui nous ont rejoints. Mais aussi, il y avait une forte délégation donc, des acteurs de la société civile. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le Bénin s'est fait dignement représenter parce qu'il y a eu des sessions, des side events auxquels donc, nous avons des compatriotes qui sont venus partager l'expérience du Bénin donc, à ce grand rendez-vous donc, sur la question de l'eau. Et quelles ont été les grandes décisions qui sont issues de ce Forum mondial de l'eau? Il y a la déclaration. La déclaration, c'est en 5 points. D'abord, garantir le droit à l'eau et à l'assainissement. Il faut dire que c'est pour la première fois après l'adoption du droit à l'eau et à l'assainissement en 2010 que maintenant, nous avons un engagement ferme de vraiment réaliser ce droit-là. Parce que quand on parle de droit à l'eau et à l'assainissement, c'est faire en sorte que les populations aient accès à une eau de consommation pour les besoins domestiques, à un prix donc abordable pour tous et également avec une qualité. Il en est de même aussi pour l'assainissement. Je crois que depuis plusieurs années, on essaie donc de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité vraiment de réaliser ce droit à l'eau et à l'assainissement. Donc ça a été un message fort de dire, attention, il ne faut pas que l'eau devienne un bien marchand, parce que si l'eau devient un bien marchand, ça veut dire qu'on va réduire l'accessibilité aux populations. Parce qu'il y a des débats qui ont lieu sur le prix de l'eau. On ne va pas continuer à augmenter le prix de l'eau pendant que, effectivement, on s'est engagé à réaliser donc, le droit à l'eau et à l'assainissement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est garantir donc, la ressource et la résilience. Nous savons très bien aujourd'hui qu'avec les effets des changements climatiques, il faut faire en sorte pour protéger donc, la ressource pour les différents besoins, la consommation, mais également l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'électricité, donc l'eau pour le développement socio-économique. Le troisième point, c'est la question du financement. On sait très bien aujourd'hui que surtout l'Afrique, les pays africains font face aux difficultés de mobilisation donc, des ressources pour aller rechercher, mobiliser la ressource et la mettre à disposition donc, des populations. Et par rapport à cette déclaration, on a dit que le programme d'action d'Addis Abeba sur le développement, on a dit qu'il faut effectivement davantage donc, le réactiver. Et il y a eu un engagement ferme du président Macky Sall qui a promis donc, réunir un panel donc, de haut niveau pour mobiliser 30 milliards donc, de dollars par an jusqu'en 2030 pour effectivement amener tous les pays à aller vers l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Il y a eu également donc, le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, qui est pour donc, ce fonds bleu dont vous avez parlé avant qu'on aille. Il dit qu'effectivement, quand on voit avec le fonds climat et autres, on se rend compte que dans la réponse aux effets des changements climatiques, on oublie la question de l'accès à l'eau potable. Or,
les effets du changement climatique ont un impact sur comment on appelle, la disponibilité de la ressource. Donc, il faut absolument qu'une partie de ces fonds-là soit destinée donc, à réaliser donc, l'accès à l'eau potable. On a aussi pensé au recours au financement innovant parce qu'on se rend bien compte qu'il ne faut pas toujours tendre la main et qu'il faut, au sein des États, au niveau même de l'Afrique, aller vers la mobilisation des financements innovants pour pouvoir réaliser donc, l'accès à l'eau potable. Il y a la question donc, de la coopération à toutes les échelles, parce que la question de la gestion des eaux transfrontalières, l'eau n'a pas de frontières. Et donc, on invite les pays au dialogue au niveau régional, au dialogue au niveau international, au dialogue même à l'intérieur des États. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si on fait une gestion sectorielle, une gestion de l'eau potable, de la ressource, c'est que effectivement, il y aura des comportements qui vont altérer donc, cette ressource-là. Puisque l'eau n'a pas de frontières, vous avez beaucoup de pays qui partagent les mêmes bassins. Et donc, si on ne dialogue pas entre les pays, c'est que les gens vont avoir des comportements en aval qui auront des conséquences sur donc, la ressource en amont. Donc, il faut absolument travailler pour promouvoir ce dialogue-là entre les États et aller vers une gestion concertée et durable donc, des ressources en eau. D'accord. Et c'est ce qu'on a appelé donc le Blue Deal, c'est bien ça? Absolument. Le Blue Deal donc, de Dakar, enfin, à travers la déclaration de Dakar. Josias Dossou-Boudrenou, est-ce que vous pensez que c'est de bon augure pour l'avenir? Ou ça a juste encore été une assise de plus? Non, je ne vais pas décourager la communauté internationale, mais je reste sans réponse. D'accord. Parce que je suis de la vallée et je n'ai pas de solution pour mes parents qui sont obligés d'attendre la pluie avant de planter. Ils attendent la saison de pluie avant de planter, alors qu'il y a l'eau en permanence. Moi, je ne vois pas. C'est dit, dans ces débats, on parle toujours de l'eau à boire, assainissement, l'eau à boire. Mais, et souvent, dans un débat, j'ai entendu les ressources en eau. C'est très bien, grande conférence. Mais si, dans nos communautés, on peut, en dehors de l'eau à boire, qui est très importante, c'est dit pour toutes ces conférences et autres, mais si on peut aider le Sénégal, pays un peu sahélien, quand vous voyez comment celui qui est au Niger produit à cause de l'eau et vient nourrir celui qui est dans l'eau, quand tu constates que le pêcheur, aujourd'hui, au Bénin, est obligé d'attendre du poisson venu de Chine, c'est que je vois que ces conférences-là s'occupent de grands débats sans régler les problèmes. Le pêcheur doit comprendre, je suis sur l'eau. Je peux exploiter cette eau et me nourrir. Mais malheureusement, on s'occupe de l'eau seulement à boire, alors que lui détruit l'eau tous les jours. Comment on éduque les gens? Quand vous avez vu le gouvernement, entre-temps, a arrêté, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire l'occupation des berges. Ça a un impact sérieux. Nous, le 5 février dernier, nous avons fait une sortie à Dantokpa pour voir un peu. Tout ça, là, c'est des problèmes liés à l'eau. Je suis passé à Dantokpa aujourd'hui, j'ai vu tellement de ressources. Nous sommes en saison sèche, mais j'ai vu, on peut s'autosuffire. Quelqu'un a dit, j'ai entendu dans les débats internationaux, maintenant que l'Ukraine a problème, les Africains auront des problèmes parce qu'ils n'auront pas de pain. Mais depuis ce jour-là, je ne mange plus du pain. Pourquoi? Parce qu'on a tout. Et on peut produire et transformer tout. Mais nos politiques ne s'occupent pas des problèmes élémentaires. On s'occupe de grands débats. Et finalement, moi, ça me pose toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Tout comme Patrice Ago, certainement. Non, mais il faut féliciter vraiment Alain qui a fait un très bon travail. À cause de lui, nous avons les échos. Il a vécu. Et moi, et là-bas, on a vu les événements parallèles. Très bien. Mais ici, on a dit Forum mondial. Et a-t-on fait un Forum national d'abord avant de partir là-bas pour harmoniser les points de vue? C'est là-bas qu'on a vu le directeur de l'eau, le directeur de SBE, le directeur de Soneb, là. L'eau coûte cher. L'eau n'est pas importée. L'eau est de chez nous. On met TVA sur l'eau. Ça doit être préoccupant. Ce que je dis est sérieux. C'est-à-dire, attends, si c'est la SBE qui a mis taxe
sur l'électricité. On sait que l'électricité... Qui a d'ailleurs été suspendu, hein, bien sûr, grâce aux il n'y mesures. a pas de problème. C'est pas de chez nous. Non, je parle de la Soneb. L'eau de la Soneb, l'eau là, c'est notre eau naturelle que la Soneb transforme seulement. J'ai dit, oui, traité. Mais est-ce que c'est les équipements qu'on utilise qui fait qu'on doit amener TVA sur l'eau? Non. L'eau, c'est la vie. L'eau est sacrée. Je suis d'accord qu'on vende l'eau dans les villes. Mais il n'y a pas que Cotonou et Porto Novo et Parakou. Il y a d'autres régions. Zobodomé, le maire est témoin. L'eau, là, tu as les nappes qui fait à fleur comme ça. Mais l'eau ne peut pas aller dans le canari du consommateur qui est à côté. C'est ce qu'on veut, ça. L'eau est à fleur, mais l'eau ne peut pas aller. Mais ce n'est pas... Attendez, oui. Mais l'eau n'est pas dans les maisons. C'est ce que nous disons. Est-ce que nos techniciens, je ne parle pas de l'État, parce qu'ils ont très tôt dit, le gouvernement a fait. Lorsque le gouvernement a donné l'argent à la volonté, pour dire on fait, toi qui es chargé de faire la chose là, tu as fait comment? Ce n'est pas normal. Très bien. Je suis allé payer la facture hier à Calavi. J'ai amené l'argent. La dame m'a dit, je n'ai pas la monnaie. Elle m'a gardé debout pendant plus d'1 heure. Je le dis, ce n'est pas normal. Donc les services élémentaires même devant les guichets ne sont pas respectés. Le client n'est pas respecté. C'est moi, je le dis. C'est à Calavi que ça s'est passé hier. J'ai été voir la chef d'agence qui a dit, qui a fait ça? Elle m'a pris l'argent. Il a fallu sa présence pour que la dame trouve la monnaie pour moi. C'est normal ça? Non. Nous sommes prioritaires en tant que consommateurs de l'eau. On doit nous écouter pour des politiques appropriées qui nous conviennent. Merci beaucoup, Patrice Abou. Je crois que c'est on ne peut plus frustrant ce que vous venez de décrire là comme situation, franchement, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ces Béninois là qui de payer en ligne. Aujourd'hui, il y a justement la possibilité de payer en ligne grâce absolument. Allez, mais si on a non, même pas 1 minute, on a 30 secondes pour clore ce forum de discussion. Et on va permettre à celui qui était à Dakar de rajouter d'éventuelles informations. Vous voulez pas que je dise oui, je dois dire, c'est vrai, ça fait partie des regrets que j'ai. Habituellement, il y a certains pays qui ont organisé un forum national, comme au Niger, avant d'aller à ce forum-là. Parce que même les membres de la délégation béninoise, c'est là-bas on s'est rencontrés. Je crois que c'est une mauvaise organisation et on pense que les années à venir, il faut corriger cela. Également, il y a des pays qui avaient des stands. Aujourd'hui, notre pays s'est engagé à mobiliser près de 400 milliards. On a un programme très ambitieux de réaliser avant le terme donc des ODD. Mais le Bénin était absent. Il n'y avait pas un stand pour le Bénin pour montrer ce qu'on est en train de faire de bien. L'engagement du président Talon pour donc je crois que c'est important. Et je crois que ça fait partie des ça fait partie des regrets, que j'ai. Maintenant, il y avait la question donc de l'assainissement. On a parlé de l'économie circulaire. Pour la première fois que moi je participe à ce forum, on a un village de l'assainissement où la question de l'assainissement a été mise au cœur des échanges. Parce qu'aujourd'hui, 80% des eaux usées ne sont pas traitées et sont déversées dans la nature. On a beaucoup parlé de l'eau, de la valorisation de l'eau. Et il y a eu cette étude-là qui a été réalisée par l'Institut, un institut géologique britannique qui a dit que l'Afrique a suffisamment d'eau pour son développement. Vraiment. Et nous pouvons tenir 50 ans de sécheresse, même s'il ne pleut pas, nous avons de l'eau sous nos pieds. C'est une richesse. Maintenant, il faut investir pour aller rechercher cette ressource-là, pour la valoriser. Pour l'agriculture, on n'a plus besoin d'attendre. L'agriculture, nous n'avons pas besoin. Donc, qu'on ait une agriculture qui est dépendante de la pluviométrie. Donc, il nous revient dans les pays, en Afrique, de trouver les voies et moyens pour aller chercher cette eau-là sous terre, afin donc de la rendre disponible pour tous les usages. Non, je crois que ce que je voulais dire... En 15 secondes, 15 petites secondes. C'est du fait qu'on n'a pas eu de stand dans notre pays. On sait que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. On pouvait aller l'exposer. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est l'exemple de sénégalais. Vous avez un peu comment le taux de satisfaction, de couverture en eau. C'est bien, c'est un exemple d'accès. Dans la sous-région, le pays phare en matière de gestion des boues. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup à vous, monsieur William Apollinaire Tchouki, Alain Toussoun, Patrice Abou, José Adesson sans oublier le maire David Nissou Towédien, maire de Zobodomain, qui était avec nous ici, pour parler de la forêt marécageuse de Ranzon. Merci beaucoup à vous, au plaisir de vous retrouver très prochainement.